Bonjour à tous et bienvenue dans les plateaux de Télémédia à l'Université de Toulon pour cette table ronde consacrée à la communication intergénérationnelle en entreprise, de comprendre et motiver les jeunes alternants. Donc, pour mieux cerner les clés de compréhension et de motivation, les différences entre la communication et de valeur, donc autour de moi, 4 intervenants. Donc, Virginie Garlati, bonjour. Donc, vous êtes enseignante à la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Toulon, responsable de la licence professionnelle Cigale, donc communiquer, guider, animer sur le littoral et l'environnement, qui peut se suivre donc en alternance. Oui. Capitaine de frégate Stéphane Després, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef du secteur sud-est au service de recrutement de la marine. C'est exact. À ma gauche, Lohan Bonneval, bonjour. Donc vous êtes étudiant à l'école d'ingénieurs Citec en alternance chez Naval Group. Tout à fait. Et Delphine Van Ourbeck, bonjour. Donc vous êtes enseignante à l'IAE de Toulon, chercheuse au laboratoire Sergam, et vos travaux portent notamment sur le comportement organisationnel au travail. Tout à fait. Alors nous échangerons en plateau durant une vingtaine de minutes, donc au cours desquelles je rappelle aux personnes qui nous suivent de bien couper vos micros. Et donc à l'issue de ces échanges, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos différents intervenants. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une courte vidéo de notre vice-président en charge de la formation, Éric Joffre. Bienvenue à ce webinaire à l'Université de Toulon, dédié à l'alternance et plus spécifiquement à l'accompagnement que nous pouvons mettre en œuvre tant en entreprise qu'à l'université. L'Université de Toulon, c'est 10 500 étudiants, dont 820 alternants. Une population d'alternants qui grandit de 10% cette année par rapport à l'année précédente. L'Université de Toulon déploie 35 formations sous le format de l'alternance et toutes ces formations sont certifiées ISO 9001. L'alternance est un dispositif pédagogique à part entière et je vais me permettre d'évoquer quelques points qui donnent effectivement ces avantages de l'alternance. L'alternance permet la transmission des savoirs et du savoir-faire. Les collaborateurs expérimentés transmettent leurs connaissances, leurs compétences, leur savoir-faire acquis au fil des années aux jeunes alternants. Les alternants s'imprègnent des valeurs et des méthodes de travail de l'entreprise, assurant ainsi la continuité dans les pratiques de l'entreprise. Deuxième point, l'alternance permet l'enrichissement mutuel. Les jeunes apportent leur dynamisme, leurs nouvelles idées, leurs visions et parfois leurs compétences numériques, tandis que les seniors offrent leur expérience, leur maturité et leur réseau. La confrontation de ces différentes visions permet ainsi de stimuler la créativité en entreprise et l'innovation. Troisième point, l'alternance permet de préparer l'avenir. Les alternants acquièrent une expérience professionnelle valorisante qui facilite leur insertion dans le monde du travail. Les entreprises qui mettent en place ces dispositifs d'alternance sont ainsi mieux préparées à faire face aux évolutions du marché du travail et aux changements générationnels. En résumé, l'alternance est un levier puissant qui crée les conditions parfaites d'une relation gagnant-gagnant entre ces différentes générations. Je vous remercie de participer à ce webinaire et je vous remercie de l'accompagnement que vous mettez en œuvre en faveur de nos apprenants. Alors nous venons de le voir, pour l'Université de Toulon, il y a beaucoup à y gagner avec l'alternance, donc notamment à travers cette relation entre les tuteurs entreprises et les étudiants, une relation qui n'est pas toujours évidente, dans laquelle on peut parfois avoir des difficultés à se comprendre. Stéphane Després, j'aimerais savoir comment vous avez vu évoluer ces étudiants en alternance au sein de la marine. Est-ce que les alternants d'hier sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui ? En effet, oui, ils sont bien différents et je pourrais m'avancer à dire que c'est heureux parce que la société évolue et eux aussi ils évoluent et ils ont plein de ressources. Et une chose est certaine que l'on remarque par rapport à quelques années en arrière, c'est que les alternants s'inscrivent moins à long terme dans l'entreprise. Les générations précédentes, en effet, pouvaient envisager, se projeter dans une carrière, dans une entreprise, et peut-être toute une vie. Alors qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus courageux que nous, chacun interprétera comme il le veut, il le souhaite, mais ils n'ont pas peur de changer. Et donc, comme me disait mon alternante dernièrement, elle dit bah, si c'est le number one sur ma liste d'alternants, je vais y rester à l'issue. Mais si ce n'est pas la number one, je regarde mes plans B à l'issue de mon alternance. Et c'est un constat que nous faisons aussi d'ailleurs dans les centres de formation et des apprentis, où je discutais dernièrement avec une responsable, et elle me disait qu'ils ont le même phénomène. En fin de compte, plus de 90% des jeunes, à l'issue de leur formation et de leur diplôme, rejoignaient le patron dans lequel ils avaient fait l'apprentissage. Aujourd'hui, 30% s'évaporent. S'évaporent parce qu'ils changent de domaine
ou ils vont vers une autre entreprise. 30% de déperdition par rapport à 10 il y a encore quelques années, c'est quand même assez important en fait. Comment vous avez vu, vous, évoluer vos étudiants, Virginie Garlati? Alors, je pense que les étudiants aujourd'hui sont beaucoup en attente de sens dans le travail qu'ils vont faire. Et ils sont aussi en attente d'avoir un travail qui a du sens, qui leur plaît. Ils sont en attente qu'on leur fasse confiance. Et pas juste qu'on dise c'est un jeune, il doit apprendre, mais qu'on prenne en compte leurs compétences, qu'ils savent faire, leur dynamisme aussi, qui peut apporter énormément. Je pense qu'ils sont moins prêts à accepter un travail qui leur plaît pas pour gagner même plus d'argent finalement. Ils préfèrent être dans un endroit où ils se sentent bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on sollicite leur avis, qu'on leur fasse confiance, est devenu un vrai levier de motivation pour eux? Oui, je pense qu'ils ont vraiment besoin qu'on leur fasse confiance. Souvent, on les dénigre, ces jeunes. On dit ils sont de moins en moins bons, mais c'est pas vrai en fait. Je pense qu'ils ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on reconnaisse qu'ils savent faire. Delphine Van Orbeek, comment vous expliquez un peu cette évolution d'approche de l'entreprise des jeunes aujourd'hui? Alors, bien sûr, il y a un contexte plus général que l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons connu de nombreuses crises ces dernières années qui se sont juxtaposées entre les crises économiques, la Covid, etc., qui ont fait que les jeunes l'ont vécu en se disant qu'il fallait qu'ils profitent de la vie à tout prix, sous peine que tout change demain. L'autre chose, ce sont les réseaux sociaux qui ont tout accéléré, qui font voir que certains influenceurs vivent toute leur vie à faire des choses extraordinaires et que ça fonctionne. Donc je pense que tout ça a fait qu'ils ont une vision différente de celle qu'on avait dans les générations avant et que ça a influé sur leur envie de vivre de ce qu'ils vont vivre au travail et de rester ou non dans la même entreprise à vie comme on pouvait le faire dans les générations précédentes. On parlait de sens effectivement au travail. C'est ce que vous constatez aujourd'hui, notamment avec la restauration de Notre-Dame de Paris. Il y a des métiers qui étaient en tension et qui aujourd'hui en fait voient une explosion des demandes. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a été dit lorsque on parlait de cette cathédrale qui a été remise en forme sous 5 ans, donc quand même un exploit. C'est que le monde entier a regardé quand même les réparations qui ont été faites et ça a donné envie à des jeunes de faire ce métier à nouveau alors qu'ils avaient énormément de mal à recruter. Donc chez les tailleurs de pierre, les charpentiers, parce que la cathédrale et ce qui s'est passé a donné un sens à ce travail à nouveau. Donc ce n'est pas forcément sur l'envie de faire un travail, c'est qu'il y ait une raison de faire ce travail et de s'y plaire. Alors Notre-Dame de Paris, c'est quand même un chantier qui fait un peu rêver. On peut comprendre effectivement qu'on trouve un peu facilement de motivation, de sens. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans des emplois qu'on pourrait peut-être considérer de manière extérieure un peu plus ingrats peut-être? Tout à fait. J'ai eu une expérience il y a peu de temps à Toulon, à Mayol, où par habitude, je prends le sandwich que je mange le midi, toujours le même. Et il s'avère que j'ai plaisanté de ça avec la serveuse. Et en lui disant, on est tous un peu répétitifs quand même, vous dans votre travail et moi à manger toujours le même sandwich. Et elle m'a dit, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai un bon contact avec la clientèle et c'est très, très sympathique. Donc, c'est pas du tout un problème pour moi. Pour elle, donc, ce métier avait un sens, donner à manger aux personnes avec plaisir, qui se régalaient avec leur sandwich. Voilà. Loane Bonneval, c'est déjà votre second contrat chez Naval Group. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette entreprise et de vous réengager dans cette entreprise? Alors, ce qui m'a donné envie de m'engager chez Naval Group, c'est j'ai toujours grandi dans l'aire toulonnaise, j'ai toujours vécu ici, donc toujours les crises militaires, les bateaux passés. Et donc, pouvoir rentrer dans le domaine de la défense, c'était très intéressant pour moi. Et surtout, j'ai toujours la vision que les technologies sont souvent issues du domaine militaire. Donc, c'est un peu l'innovation technologique avant le domaine civil. Donc, pour moi, c'était assez intéressant de pouvoir travailler là-dedans et me réengager parce que j'ai eu un premier... Enfin, cette entreprise est très grande et comprend de nombreux métiers. Donc, c'était pouvoir changer de métier aussi tout en restant sur des projets très intéressants dans la défense.
Oui, parce que les 2 contrats que vous avez réalisés au sein de Naval Group sont dans des secteurs complètement différents, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Le premier, c'était dans l'ingénierie de maintenance, dans l'étude de maintenance. Et le deuxième, c'est dans la conception d'infrastructures réseau. D'accord. Virginie Garlati, tout à l'heure, on parlait de faire confiance aux jeunes, de ce besoin d'autonomie. Est-ce que c'est quelque chose qui est développé chez eux à travers peut-être les nouvelles pédagogies qui sont mises en place dans les écoles, dans les universités, les écoles d'ingénieurs ou peut-être dans les IUT? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement les pousse aussi un petit peu à vouloir retrouver ça au sein d'une entreprise? Oui, en fait, aujourd'hui, en France, il y a une modification des méthodes pédagogiques qui a été mise en place très rapidement là, avec le déploiement de la réforme des buts et qui est demandée à être mise en place dans les masters et dans les licences et qui est plus sur un modèle, effectivement, école d'ingénieur, où l'idée, c'est d'aller vers l'évaluation de la compétence de la personne et non pas de ses savoirs. Et dans ces modes de fonctionnement, on travaille beaucoup sur la réflexivité de l'étudiant, sa démarche. L'étudiant travaille sur pourquoi il a fait ses choix, à quoi servent ses choix, aussi de replacer ses choix dans un contexte professionnel et d'être donc plus dans un fonctionnement finalement professionnel que dans un fonctionnement académique, d'apprendre et de donner des choses. Et en fait, dans ces modalités que l'on a mis en place sur de nos formations, on se rend compte que l'étudiant, à la fin, un étudiant qui était à 18 de moyenne sur du disciplinaire, en général, il s'en sort toujours bien, mais on en avait certains qui avaient vraiment des difficultés, notamment de stress au moment des examens, qui n'avaient pas des bonnes notes et qui n'auraient pas été instinctivement choisis, mais qui, en fait, quand on les place en compétences, leur savoir-être, qui sont, leur capacité de travail aussi, qu'on ne voit jamais apparaître dans les notes, parce que ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'on n'a pas travaillé, et en fait, qui sont super dans les projets, qui, du coup, vont être très bien pour une entreprise. Et ça, je trouve que ça prépare mieux en fait, les étudiants au monde du travail et au monde réel, entre guillemets. Loan Bonneval, justement, alors, donc, au sein de l'école d'ingénieurs CITEC, vous travaillez beaucoup sur gestion de projet, c'est-à-dire qu'on vous donne un projet à réaliser du début, de la conception sur papier jusqu'à sa conception réelle, avec un travail en équipe. Est-ce que finalement, le fait de travailler régulièrement de cette manière, vous vous attendez, quand vous entrez dans une entreprise, à continuer à travailler de cette manière-ci et peut-être être moins cloisonné dans les tâches qu'on vous donnerait à faire? C'est vrai que c'est agréable pour un étudiant d'avoir des responsabilités qui leur sont confiées. Bon, pas dès le début, parce qu'il faut apprendre le métier, mais sur mon premier poste chez Naval Group, au bout de 2 ans, quand je maîtrisais le métier, on m'a confié des installations. Donc, c'est vrai que j'étais référent toujours avec mon tuteur pour m'aider, mais j'étais référent sur cette installation et c'est agréable d'avoir la confiance de ses collègues sur ce domaine. Alors, Stéphane Després, on disait que l'alternance était pensée comme un enrichissement mutuel entre l'entreprise, le tuteur entreprise et l'étudiant, l'alternant. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, au niveau de la marine, pour stimuler un petit peu ces échanges? Alors, richesse mutuelle, c'est vraiment le terme approprié, hein, et encore, comme je le dis souvent, encore faut-il qu'il le ressente aussi, que l'alternant le ressente de l'entreprise. Alors, le management a évolué les années faisant, on a évolué le management envers les alternants. Il y a plus une prise en compte, il y a beaucoup de choses qui ont été dites d'ailleurs sur prise en compte de leurs capacités et surtout de montrer que ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent, que ce soit la première ou la deuxième année, a du sens pour l'entreprise. En fait, et qu'elle nous sert. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour faire et qu'on va jeter, mais on va s'en servir. Et ça revient sur la reconnaissance, la confiance mutuelle que l'on a. On essaye beaucoup de mettre ça en place. On intègre, alors dans la marine, il y a l'esprit d'équipage, c'est très fort chez nous, donc on intègre les jeunes chez nous. Moi, j'ai déjà vu des alternants parfois ailleurs, je ne citerai pas, mais manger seul, chez nous, c'est pas concevable. Ils sont dans une équipe et ils mangent avec l'équipe. Je sais que ça, c'est apprécié par les jeunes, nous, qu'on a rencontrés dans la marine. Et on a rajeuni aussi les cadres, les tuteurs, pour qu'il y ait peut-être ça matche plus de relationnel entre eux.
Delphine Van Ourbeck, est-ce qu'il y a des choses, des petits dispositifs que les entreprises peuvent mettre en place pour stimuler un peu plus les échanges entre les tuteurs entreprises rajeunis donc, et les jeunes, les alternants enfin. Bien sûr, bien sûr. Les jeunes, étant donné qu'ils travaillent justement dans leurs études, plus en collaboration, en groupe, etc., recherchent un peu la même chose dans l'entreprise. Et donc, le management, le leadership que propose l'entreprise ne doit plus être comme il a été un temps, traditionnellement autoritaire, et où on n'avait pas trop le mot et la parole écoutés par son supérieur. Donc, ce qui est demandé, ce que peuvent mettre en place les entreprises, c'est un leadership dit transformationnel. Il faut trouver le leader capable de le faire, bien évidemment. C'est-à-dire, c'est un leader qui va embarquer un peu tout le monde à monter un projet et à aller tous participer à ce projet et avec plaisir, avec le sens du travail que l'on fait et tous voilà, dans le même intérêt commun. La deuxième chose que l'entreprise peut mettre en place, et ça va avec le leadership transformationnel mis en place par Bass, un chercheur très reconnu dans les années 90, c'est le feedback. Beaucoup plus de feedback. C'est beaucoup plus demandé par les jeunes qu'on le demandait au préalable. Ils espèrent être écoutés, mais ils espèrent qu'on les écoute aussi. De fait, les entreprises pourraient très bien mettre en place des réseaux sociaux internes à l'entreprise, donc notamment Workplace ou Slack, qui sont assez connus, ou encore des réseaux qui ne sont pas payants, pour quand c'est une PME qui n'a pas les moyens, mais pour qu'il y ait beaucoup de retours autant du manager et qu'on ne soit plus dans cet autoritarisme à l'ancienne. Donc en gros, enfin moi qui suis plus tout à fait de cette génération, qui suis plus autant, il faudrait mettre en place plus régulièrement des groupes WhatsApp entre guillemets dans les équipes pour pouvoir discuter plus facilement, directement de cette manière de réalité. Par exemple, qu'il y ait une hybridation des moyens de communication, tout à fait. Pour vous, Virginie? Alors, nous, très clairement, en enseignement, on est beaucoup à avoir changé nos méthodes. On a des groupes de WhatsApp avec nos étudiants, ce que j'aurais dit, mais mon Dieu, quelle horreur, il y a 10 ans. Ce fait que tous ont accès à mon numéro de téléphone, personne n'en abuse parce qu'en fait, c'est leur mode de fonctionnement. Et finalement, ça fait de nous des êtres humains, plus que si on n'était pas connectés à distanciel. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'un tuteur entreprise va pouvoir échanger avec son alternant, c'est aussi d'arriver à créer cet échange et cette proximité. Finalement, peu importe l'âge du tuteur, on a des gens qui ont un certain âge et qui sont très flexibles et très à l'écoute. Et je pense qu'ils ont besoin de cette transversalité, c'est-à-dire d'être pas celui qui est en dessous et qui doit toujours écouter, mais qu'il y ait cet échange. Des fois, je t'apporte quelque chose et des fois, tu m'apportes quelque chose. Et ils ne sont pas dans l'autoritarisme pur. Et c'est vrai que les réseaux remettent tout le monde à la même place. Et c'est même si même s'ils savent que la personne qui les tutère en sait plus qu'eux et que c'est une personne ressource. Mais être une personne ressource ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, en fait. Loane Bonneval, selon vous, qu'est-ce que les jeunes alternants, ou pas, mais en tout cas les jeunes, apportent aux entreprises aujourd'hui? Eh bien, on peut déjà apporter des compétences qui ne sont pas présentes dans un service, par exemple. Souvent, un service, chacun a la même compétence que son collègue. Et nous, en tant qu'étudiants, on a des compétences plus ouvertes. On voit différentes matières, donc on peut apporter ce regard. Et aussi, dans des grandes structures comme Naval Group, on est plusieurs alternants dans la même promotion. Donc on peut apporter une sorte de réseau, avoir un contact dans un service qui n'est pas forcément déjà créé comme contact avant notre arrivée. Ça peut être intéressant pour certaines activités. Donc en fait, vous transposez le lien que vous avez entre vous dans votre école au sein des entreprises en remettant du lien dans les différents services. Par exemple, oui. Et vous disiez aussi que vous pouviez apporter un nouveau regard peut-être sur des nouvelles technologies. Il y a sûrement des choses que vous voyez au sein de votre école d'ingénieur, je ne sais pas, comme les imprimantes 3D ou des choses comme ça en fait. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de pouvoir en discuter avec vos collègues et de leur faire part de votre approche par rapport à ce nouveau médium? Oui, tout à fait. Sur mon premier contrat, je travaillais dans l'étude de maintenance. Et donc, il y avait un souhait de l'entreprise d'intégrer l'impression 3D dans la maintenance pour pouvoir faciliter les choses. Et beaucoup de mes collègues avaient comme vision de l'impression 3D que c'est juste du plastique, pas forcément solide. Donc, j'ai pu, vu que je connaissais ce domaine, qu'on l'avait étudié en cours, j'ai pu, en lien avec des ateliers de l'entreprise,
montrer toutes les technologies qu'on avait à notre disposition, donc le métal et tout ça. Ça leur a possiblement changé le regard sur la chose et peut-être un jour pouvoir amener à l'intégration de cette technologie dans la maintenance. Je repense aussi à quelque chose dont vous me parliez tout à l'heure, sur cette montée en compétences que vous travaillez au sein des universités. Ça me fait penser aussi un peu à votre parcours personnel, hein, parce que vous avez commencé votre premier contrat chez Naval Group, vous étiez en but, et je crois avec l'idée de sortir, d'obtenir un diplôme donc, de technicien et donc de s'inscrire de cette manière-là. Mais c'est le contact avec vos collègues qui vous a donné envie de poursuivre vos études et de refaire une nouvelle école, un nouveau diplôme, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Quand je suis sorti du bac, que j'ai intégré le BUT, j'avais pour projet de rentrer dans le monde du travail après mon bac plus 3. Et le fait de travailler avec beaucoup d'ingénieurs, ça m'a permis de développer l'idée de rentrer dans une école d'ingénieur et ça m'a conforté dans mon hésitation de poursuivre mes études. Donc j'ai pu intégrer une école d'ingénieur derrière, voilà, grâce à ça. Les formations que vous faites toujours en alternance, donc toujours chez Naval Group. Tout à fait. Donc on parlait de l'apport des jeunes par rapport aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est aussi une manière pour la marine, en incorporant des jeunes, de mieux appréhender l'évolution de vos métiers face à l'émergence de ces nouvelles technologies? Alors, pour les attirer, et pour qu'ils viennent, et pour les recruter, donc il faut qu'on évolue, et ça passe bien évidemment par la technologie. Donc nos métiers évoluent, parfois changent même de nom. Et il est sûr qu'il paraîtra évident pour tout le monde qu'on ne pilote pas un Rafale aujourd'hui comme un Alizé ou un Crusader il y a des nombres d'années. Donc il y a besoin d'autres compétences et la technologie nous pousse toujours vers l'excellence et vers rechercher. Et rechercher d'autres choses. Et cela, c'est pour aussi attirer les jeunes, pour montrer qu'on est en avance sur la technologie. Et plus rapproché, si on le met au niveau des alternants, et si on fait un peu ce parallèle, donc technologie, on essaie aussi de faire évoluer les compétences et les missions de l'alternant durant son alternance. Parce qu'en fait, ils aiment, on en parlait tout à l'heure, ils aiment un peu changer, évoluer. Et donc leur confier d'autres missions qui sont toujours en rapport avec leur parcours académique, et bien évidemment. Mais c'est ce qu'on a fait nous récemment avec notre alternante. On lui a confié des missions, proposé des missions. C'était une discussion, hein, bien sûr, dont on était loin il y a 1 an de penser qu'on pouvait lui donner. Et on n'avait pas de besoin spécifique. Mais vu ses compétences, on dit mais on peut aller au-delà. Et elle s'y retrouve, elle trouve qu'elle acquiert de nouvelles compétences, en fin de compte. Et nous, en fait, on en profite aussi, bien évidemment. Donc ça, c'est une fois que les étudiants sont déjà recrutés au sein de votre entreprise. Il y a peut-être aussi un travail à faire en amont, justement au niveau du recrutement, des profils que vous recherchez ou de la manière dont vous faites échanger avec les étudiants qui viennent vous voir, en fait. Est-ce que vous avez changé peut-être des choses, une approche peut-être aussi de votre recrutement? Oui, alors, en fait, on essaie, la Marine nationale essaie toujours d'être en mouvement. La technologie avance, les jeunes changent, et nous aussi, il faut qu'on évolue et qu'on change. J'aurais coutume de dire, voilà, dans la Marine, il y a des bateaux, des sous-marins et des avions, et tous, ils évoluent, ils avancent, ils ne restent pas statiques. Il ne reste pas statique. Et donc, en effet, pour commencer, ce n'est pas uniquement ça, mais sur la communication. Nous avions une campagne de communication jusqu'au printemps dernier avec Monsieur Z, qui est très connu dans le Var et qui a très bien fonctionné en France. On pouvait rester sur ce modèle. Et la stratégie a été de changer pour montrer aussi l'image d'une marine qui évolue et qui change, qui avance. On a trouvé d'autres illustrations proches des jeunes et qui fonctionnent très bien. Donc oui, on essaie d'évoluer et d'avancer sur notre communication vis-à-vis des jeunes pour nous rendre plus attractifs aussi. Parler beaucoup de sens, c'est beaucoup centré sur le sens du métier, les valeurs, et sortir de certains clichés, tels que les clichés du militaire, soldat, armes. Alors, il y en aura toujours besoin, et bien sûr, évidemment, mais il y a tellement d'autres métiers, parfois improbables, peu connus,
et ou très techniques des expertises dont on a besoin dans la marine. C'est quoi ces métiers un peu improbables que vous recherchez aujourd'hui? Alors, par exemple, il nous faut des plongeurs pour aller chercher, assurer le sauvetage en mer et rechercher les naufragés. C'est beaucoup dans la région, surtout l'été. Des contrôleurs aériens, on pourrait penser qu'ils sont dans d'autres armées, mais non. Les contrôleurs aériens, sur Toulon-Hyères, ce sont des marins qui font décoller les avions civils et militaires. Et, des guetteurs sémaphoriques dans les sémaphores. Voilà, tous ces métiers qui sont peut-être un peu moins connus, mais dont on a besoin. Et bien sûr, je pourrais parler de la cybersécurité, des métiers plus connus et donc très techniques. C'est important cette transparence alors pour vos étudiants? C'est un retour qu'ils vous font également? Oui, les étudiants ont souvent, je trouve, une idée faussée de l'entreprise. Et en fait, ils ont besoin de transparence sur comment ils vont être accueillis, qu'est-ce qui va comment ils auront leur temps de travail, leur télétravail ou pas leur télétravail, du temps pour eux, leurs horaires. Ils ont besoin aussi que, pardon, que l'entreprise soit en accord avec leurs convictions, comme l'écologie par exemple. Okay. Donc, j'ai compris que vous êtes toujours attiré par ces métiers liés aux militaires, à la marine. Naval Group est la seule entreprise du bassin à proposer ce type d'emploi, hein, même si c'est effectivement la plus importante, la plus grosse en tout cas. Il me semble que vous aviez eu d'autres propositions également. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Naval Group plutôt qu'une qui pourrait être à Signes, à Nice, à Marseille, je ne sais pas? Alors, ce qui m'a fait choisir Naval Group plutôt qu'une autre, c'est déjà les projets qu'ils proposent, qui sont vraiment de niveau international et aussi orientés vers le futur avec les drones, par exemple. Mais aussi le cadre de vie que ça a apporté, le fait de pouvoir rester dans la région. Pour moi, c'était un avantage, de pouvoir continuer mes activités de réserviste ou de bénévolat. Donc, c'était un tout. Donc, le cadre de vie joue beaucoup aussi. Donc il y a vraiment cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle qui a compté pour vous. Vous n'étiez pas forcément prêt à remettre tout ça en question pour partir dans une entreprise plus éloignée? Oui, tout à fait, il y a ce point-là, mais en fait c'était vraiment un tout. On m'aurait proposé un projet très intéressant à l'autre bout de la France, j'aurais pu y travailler, mais là c'était vraiment, tous les critères étaient réunis, donc c'était parfait. Cool, ça fait cocher toutes les cases. Donc. Voilà. Delphine Van Ourbeck, peut-être pour la dernière question, quelles sont les entreprises qui gagnent en fait aujourd'hui à ce petit jeu, si je puis dire? Alors, les entreprises qui gagnent, c'est celles, comme disait le capitaine, qui font de la communication, certes, mais surtout authentique. C'est-à-dire que le côté marketing qui apparaît en ressources humaines actuellement est efficace lorsque, entre ce qui a été dit et ce qui est vécu par la suite est rapproché, évidemment. C'est-à-dire que l'authenticité de l'entreprise, si elle veut que ses salariés se sentent bien, qu'il y ait flexibilité au travail, qu'il y ait échange, etc., ça doit être le cas dans l'entreprise réellement. Si on ne veut pas de leader autoritaire, etc., ça ne doit pas être autre chose dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les PME peuvent mettre certaines choses en place qui ne coûtent pas forcément trop cher. J'ai vu il n'y a pas longtemps une émission sur une PME où ils ont décidé, pour simplement satisfaire les salariés, puisque ce n'était pas forcément une demande de leur part, de faire pour qu'un masseur passe régulièrement, et les salariés qui veulent se faire masser peuvent y aller s'ils le souhaitent. Ça coûte pas très cher, mais c'est un plus que les salariés n'attendaient pas, qui font le petit plus qui va différencier une entreprise d'une autre. Surtout quand on n'a pas les moyens d'un grand groupe comme Naval Group ou comme la Marine, évidemment. Oui, l'argent est toujours un peu le nerf de la guerre. Hein. Bien sûr. Si ça ne coûte pas forcément très cher, les PME, les TPE ont peut-être l'impression qu'elles ne peuvent pas le supporter finalement. Est-ce qu'elles peuvent bénéficier d'aide, d'organismes? Tout à fait. Alors les PME, TPE, première chose, c'est qu'elles représentent le côté familial. C'est-à-dire qu'on n'est pas un grand groupe où on peut ne pas être reconnu. Certains étudiants alternants vont préférer travailler dans ces petits groupes parce que ce sera plus rapproché. Et les aides, oui, par exemple, la CARSAT Sud-Est propose des psychologues à disposition des PME si des salariés ont besoin ou se sentent le besoin de parler avec quelqu'un de tout, pour son développement personnel, pour son bien-être, etc. Il faut savoir que
le bien-être au travail, c'est très très important pour les jeunes actuellement. Ça fait travailler nos hormones dopamine, sérotonine, du plaisir. Et c'est vrai qu'ils ont envie, surtout, c'est d'aller travailler avec le sourire le matin. Et de savoir pourquoi ils vont travailler, le sens dont on parlait tout à l'heure. Okay. Merci. Merci à tous. Je pense qu'il est temps désormais de passer aux questions que nos spectateurs peuvent peut-être avoir à vous poser. S'il y en a. Je crois que vous avez été parfait. Oui, Fabien, j'ai une question voilà, que je vais vous poser en direct de Leslie. Quelles sont les spécificités de cette génération? Virginie Garati. Quelles sont les spécificités? Je pense que leur spécificité, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont peut-être plus exigeants que ce qu'on était sur leur bien-être et leur niveau de travail, et leur implication au travail. Ils veulent pas, ils sont plus prêts à ce qu'on nous disait, c'est-à-dire vas-y, travaille, souffre, et après tu verras, tu gagneras bien ta vie, parce qu'ils savent que c'est pas vrai. Et en fait, du coup, eux, ils veulent juste faire des choses qui leur plaisent et être écoutés et avancer. En fait, ils bossent énormément si on leur laisse faire ça, mais ils veulent pas que ce soit une contrainte externe. Ils veulent que ça vienne de leur propre motivation. Est-ce qu'il y a une difficulté à se projeter dans le temps, finalement, du fait de tout ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'on vit encore aujourd'hui, l'instabilité peut-être politique, l'éco-anxiété qui commence à arriver aussi. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui pour les jeunes de vivre le temps présent. Le temps présent, carpe diem, comme dirait le film, tout à fait, carpe diem en latin. Ils savent que l'argent n'est pas tout. L'équilibre travail-famille est demandé de plus en plus, tu en as fait la preuve, mais les jeunes veulent, s'ils doivent sacrifier une partie de leur vie dans ce travail, c'est pour une raison bien précise. Par exemple, pour la marine, on doit bouger, etc. Quelle est la raison qui va me donner envie de le faire? Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de rester proche de sa famille, il a envie de bouger, de faire travers le monde, pourquoi pas, il y a des motivations différentes. Mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment savoir pourquoi ils vont avoir à faire ça. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, on ne se posait pas forcément tant la question que ça, en fait. Je pense que c'est ça, surtout, qui a changé. On dit qu'ils veulent vivre l'instant présent. On parlait au début également de cette difficulté qu'ils peuvent avoir à s'engager sur le long terme. Ça ne veut pas dire nécessairement que tant qu'ils sont dans l'entreprise, ils comptent leurs heures ou qu'ils ne s'engagent pas sur le travail qu'ils font. Ils peuvent aussi produire, je suppose, j'imagine, j'espère en tout cas, un travail et se donner à fond aujourd'hui en tout cas. Il y a beaucoup d'investissements. On voit les alternants arriver et il faut pas... auparavant, on le voyait peut-être parfois comme une contrainte. Il faut l'encadrer, il va falloir trouver une personne. Mais en fait... ce regard change beaucoup, même de l'entreprise. Moi, je trouve. C'est du donnant-donnant, ça a été dit, mais on voit toutes les ressources qu'il y a et tout l'intérêt aussi pour l'entreprise. Et M. Joffre le disait en introduction, tout l'intérêt de l'entreprise aussi de bénéficier de cette compétence et de cet autre point de vue. Cette vue extérieure. Moi, parfois, je fais des bilans avec mon alternante et je lui dis, alors, que penses-tu de ça? Et je ne dis pas que je suis tout ce qu'elle dit, mais c'est souvent pertinent sur des choses que moi, je ne vois pas en interne. Voilà, donc c'est très enrichissant. Okay. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai une deuxième question de Sébastien. Quels sont les rythmes possibles de l'alternance? Ça dépend des formations, je pense. Il y a enfin, ça va vraiment dépendre de la formation. Il y en a, ça va être 2 jours dans la semaine et 3 jours d'entreprise. Et d'autres, par exemple, en école d'ingénieur, en tout cas celle où je suis, c'est 8 semaines d'école pour à peu près autant d'entreprises. Et après, avec les années, on a beaucoup plus de temps d'entreprise que de temps à l'école.
mais ça va vraiment dépendre de la formation, je pense. Et puis ça peut dépendre de l'accord, du type d'entreprise. Nous, on est en une semaine, on est sur mois, donc 3 semaines entreprise, 1 semaine présentielle. Par contre, on a fait le planning avec les structures d'accueil, parce que comme on est dans la médiation scientifique, beaucoup travaillent énormément pendant les vacances scolaires, au démarrage de la rentrée, très peu sur l'hiver, et par contre beaucoup sur l'été. Et donc on a fait un planning un peu des fois chaotique par moment pour que ça colle vraiment et que l'alternance soit dans les structures au moment où la structure a besoin d'eux. Et finalement qu'il soit chez nous au moment où il n'a pas besoin d'eux. Oui, donc tout à fait. Je le rejoins, hein, ça dépend beaucoup de la formation et de l'entreprise qui accueille. Et on peut prendre le cas de l'alternante chez nous, mais ça sera différent pour une autre personne. Ça dépend beaucoup de la formation. Selon les formations et les entreprises. Oui, des entreprises. Totalement. Normalement, on s'aligne sur le secteur, la formation s'aligne sur le secteur quand elle prévoit les jours. Sinon, ça ne fonctionne pas, de toute façon. Mais oui, ça ne prend pas simplement. Non. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations auxquelles nous pouvons répondre, enfin, auxquelles les interlocuteurs peuvent répondre? Alors, c'est moi la porte-parole des questions. Donc, une dernière question peut-être. Comment recruter et fidéliser la génération Z? Delphine Vernois-Bec, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Comment recruter, fidéliser? Alors, les réseaux sociaux, évidemment, les recrutements se font de plus en plus sur les réseaux sociaux maintenant. Il y a même des contacts qui se font directement par SMS. Sur LinkedIn, on y répond, donc même sur X, on recrute maintenant, donc c'est vraiment réseaux sociaux. La génération Z aussi, c'est... je passe d'abord sur le recrutement, on verra la fidélisation après. Au niveau du recrutement, c'est aussi beaucoup sur le bouche à oreille. Ça reste d'actualité, même si ça date de très 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 vieux, ce fameux bouche à oreille. Mais les générations Z, je dirais les générations d'avant peut-être aussi, décident de choisir vraiment elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut les conseiller parfois d'aller quelque part, qu'elles n'iront pas du tout. Parce que elles ont justement ce qu'on disait depuis tout à l'heure, le pourquoi j'irai là et pourquoi pas. Si c'est selon leur motivation spécifique, individuelle, etc. Chacun est différent, c'est clair. Donc là, voilà, au niveau recrutement, vraiment les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure donc de la communication. Maintenant, on parle j'en parlais tout à l'heure du marketing RH. Maintenant, il faut une marque employeur qui est attractif. Une des marques employeurs que j'ai particulièrement remarqué, qui joue le jeu vraiment du style PME, puisque c'en est pas une, mais plus une en tout cas, puisqu'il y a Danone derrière, c'est Michel et Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez les biscuits. Ce sont des personnes qui ont décidé de créer leurs biscuits chez eux, dans leur cuisinière au départ, et qui se sont lancés à vendre leurs produits sur le marché. Et depuis, ils reçoivent des jeunes qui font des choses très très spécifiques pour pouvoir être intégrés dans cette entreprise parce qu'ils ont réussi à créer une marque employeur. Leur marque, c'est « Nous sommes des amis ». Nous sommes des collègues qui travaillent ensemble dans la joie, dans le bonheur, etc. Et de fait, j'ai vu ça se voit sur Google, vous pouvez trouver cette candidate qui a fait un énorme cookie qui bat un peu le record du monde pour pouvoir être recrutée chez Michel et Augustin. Donc voilà des pratiques que cette génération adore, parce qu'il y a toujours, je disais tout à l'heure, et je pense que vraiment dans cette génération, même si nous aussi on en a besoin, il y a vraiment le côté bonheur, plaisir de travailler, de faire les choses. Donc avec les hormones, sérotonine, dopamine, du moment qu'on peut avoir de la joie de le faire, je pense qu'on compte pas ses heures. Et je le vois dans les TD de mes étudiants, quand ils ont un TD qui leur plaît, parfois ils restent en dehors du cours pour travailler. Et là, leurs heures ne comptent pas, c'est pas le problème. Donc vraiment, je pense que il faut donc les attirer par des messages, je dirais moins basiques que ce qu'on faisait avant dans le recrutement et des moyens plus modernes. Au niveau de la fidélisation, c'est un peu la suite. Alors, première chose pour fidéliser, c'est pas le tout de recruter. Quand le candidat va arriver dans l'entreprise, s'il est reçu, comme je dirais, allez, on va prendre une expression spécifique, comme un chien dans un jeu de quilles, il va comprendre qu'il n'a rien à faire là. Et forcément, la fidélisation commence très mal.
Donc, première chose, le onboarding, hein, donc l'intégration dans l'entreprise est extrêmement important, puisque ça va être les premières, c'est un peu comme quand on recrute, les quelques secondes, on a déjà une opinion un peu de la personne. Ça va être la même chose avec l'opinion qu'on aura de l'entreprise. On arrive, on est bien accueilli, tout le monde nous dit bonjour, on nous dit ce qu'il faut faire de façon basique, on se sent déjà à l'aise. Et là commence déjà la fidélisation. Et après, bien sûr, l'authenticité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les choses qui ont été promises sont réelles dans l'entreprise. Qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une PME, encore une fois, pour un grand groupe, c'est plus facile, mais même une PME, si le côté familial, un peu comme Michel et Augustin existe, le candidat va avoir envie d'y rester. Moi, je vois des étudiants qui ont des postes depuis longtemps qui me disent « Je suis bien, madame, je suis heureuse, je suis heureux ». C'est génial. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais l'entreprise doit favoriser ça. Et ça ne demande pas forcément des moyens extraordinaires. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, alors le recrutement, tout est vrai, hein, évidemment. Mais je remarque quand même, il ne faut pas le négliger, le présentiel après la Covid est revenu. Tu as raison. Pardon, vous avez raison. Il est quand même revenu, on voit l'influence dans les Studiramas, l'étudiant sur le forum que nous avons fait dernièrement sur la base navale avec 2500 jeunes. En fin de compte, ils viennent et ils ont besoin de nouveau de ce contact en présentiel, même si tous, je confirme, hein, ça se fait aussi par Internet, et de ce contact humain et de discuter voilà, en face-to-face avec la personne. Sur Toulon, on peut être effaré. Depuis la Covid, plus de 1600 jeunes viennent sonner au CIRFA pour voir que la marine, spontanément, sans rendez-vous, sans rien. C'est comme ça. Bon, alors Toulon, c'est une place forte de la marine, certes, mais quand même, ça montre que ça a monté après la Covid. Les gens, ils viennent, ils se renseignent, hein, bien sûr, hein, mais ils viennent voir des gens et discuter. Voilà. Donc, c'est pas négligé non plus. Et vous, alors, c'est quoi quels sont vos canaux de recrutement favoris? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, quand j'ai fait mes entretiens pour trouver mon nouveau poste d'alternance, un entretien en présentiel était plus agréable qu'un entretien en visio. Ça permet de voir aussi le cadre de travail. Quand j'ai postulé chez Naval Group, on m'a emmené voir là où je travaillerais, sur quelles installations. C'est vrai que c'est plus agréable qu'un entretien en visio. Et après, oui, on utilise un peu tous les canaux, LinkedIn. J'ai utilisé des plateformes comme HelloWork, ce genre de plateformes qui sont sympathiques pour rechercher un poste. Okay. Très bien, merci. Merci. Merci à tous pour ces échanges. J'espère qu'ils auront été enrichissants pour les personnes qui nous ont suivis durant toute cette table ronde. Donc le prochain rendez-vous que vous donne la DFPA sera les rencontres croisées qui se dérouleront le mardi 28 janvier en milieu d'après-midi. Donc il s'agira d'une conférence autour d'un sujet d'actualité et d'un temps de rencontre, tuteur entreprise, tuteur enseignant, équipe pédagogique et directeur de composantes autour d'une galette des rois. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci encore pour ces échanges et votre disponibilité. Et donc je vous dis à bientôt.